Comme à chaque année, les DPJ sont invités à présenter leur bilan simultanément. Je vais juste demander à tout le monde, par exemple, de fermer leur micro à chaque fois que les gens parlent pour avoir une meilleure qualité de son. Puis, donc, les bilans de la DPJ sont présentés simultanément dans chaque région. Donc, pour la Gaspésie de la Madeleine, ça va être Madame Frenette, qui est DPJ, qui va présenter son bilan accompagnée de l'adjointe à la DPJ, qui est Madame Marie-Frédérique Lamy. J'aimerais aussi souligner là, la présence de la PTS et puis de Madame Jacques, qui est la hors-cadre qui s'occupe justement de la DPJ, entre autres, ainsi que la directrice jeunesse, qui est Madame Moisan, et Madame Chrétien, qui est l'adjointe au programme jeunesse. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Frenette, puis par la suite, après la présentation du bilan, on pourra passer à la période des questions. Comme à l'habitude, quand on est en visio, je vais nommer un par un là, les journalistes. Je vais y aller en ordre de présence, puis vous pourrez poser vos questions. En attendant, juste fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci Clémence pour la présentation. Merci, malgré les circonstances, merci d'être tous présents. Je vois que vous êtes quand même nombreux, même si j'en vois pas plusieurs. Mais merci vraiment d'être présents. Je pense que le bilan est vraiment un beau moment pour mettre en valeur le travail effectué au cours de la dernière année, autant par nos partenaires que par les intervenants qui travaillent auprès de la jeunesse, la Gaspésie des îles. Donc, l'année 2019 a été marquée par la triste histoire de la petite fille de Granby et par plusieurs autres drames familiaux. L'année 2020 lui a succédé avec une crise sociale majeure provoquée par la COVID-19. Cette pandémie a posé un important défi collectif, celui de veiller à protéger les enfants en situation précaire dans le contexte de la fermeture des écoles, des garderies et des centres de loisirs. Un défi que beaucoup ont relevé en faisant preuve d'ingéniosité et de générosité. Pour les DPJ, comme pour l'ensemble de la population, 2019-2020 aura été une année percutante. La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, mise en place à l'été 2019, a permis à des centaines de voix de se faire entendre pour raconter, dénoncer, revendiquer, reconnaître, inspirer et guider les décisions à prendre dans l'avenir. C'est avec un intérêt et ouverture que nous avons reçu ces témoignages. Qu'autant de personnes se sentent concernées par la situation des enfants et par le défi que pose la protection de la jeunesse nourrit l'espoir et nous permet de croire qu'ensemble, nous réussirons à faire plus et mieux. Plusieurs des témoignages entendus traduisent une volonté d'harmoniser nos pas pour avancer ensemble vers demain. Et c'est tant mieux. Nous partageons cette volonté, convaincus que nous sommes toujours plus forts quand nous agissons ensemble. Comme notre histoire récente l'a clairement démontré, l'espoir et la solidarité sont deux éléments essentiels pour continuer d'avancer et croire que demain, les choses iront mieux. Ce constat vaut pour les sociétés lorsqu'elles sont confrontées à une épreuve importante et aussi pour les individus et les familles qui traversent des moments difficiles. Ensemble, nous sommes plus créatifs, plus forts, plus résilients. Agir ensemble implique que toutes les personnes qui font partie de l'entourage des enfants veillent sur eux et que des gestes concrets soient posés pour leur permettre d'évoluer dans un environnement sain, propice à leur développement et à leur sécurité. Parmi ces gestes, il y a l'action d'une voisine qui prend la relève de façon préventive pour offrir du répit à des parents. La présence attentive et la persévérance des organismes communautaires qui déploient diverses stratégies pour rejoindre les familles vulnérables et répondre à leurs besoins. L'enseignante qui sait reconnaître quand ça ne va pas, qui prend le temps d'écouter et d'agir dans l'intérêt de l'enfant. Et il y a aussi, bien sûr, les intervenants de divers horizons, engagés dans la cause des enfants et aptes à offrir une gamme de services de qualité, adaptés aux besoins des enfants et de leurs parents. Les enfants du Québec ont besoin de nous tous pour leur bâtir un présent et un avenir lumineux. En unissant nos forces, nos connaissances,
nos compétences, nos expériences et nos ambitions, nous pouvons faire naître cette lumière. C'est ensemble, sans frontières et sans préjugés, positifs et créatifs, que nous sommes le plus forts. Allons, hissons la grand voile et faisons en sorte qu'un bon vent s'y engouffre pour une traversée digne de nos rêves et de nos ambitions. À bord, les décideurs, les chercheurs, les intervenants de tous les horizons, les enseignants, les éducateurs, les représentants des organismes du milieu, les amis, les voisins, les familles, les parents, les enfants et tous ceux qui leur veulent du bien. Tous ensemble, nous pouvons vaincre les tempêtes et nous rendre à bon port, là où la protection des enfants est une priorité. Merci Marie-Frédérique. Donc, encore une fois, le bilan permet de souligner le travail réalisé au cours de la dernière année. Pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, on a connu plusieurs augmentations à différents niveaux. C'est-à-dire, au niveau des signalements, on a connu une augmentation de 8%. L'an dernier, on a géré environ près de 1600 signalements. Cette année, on est au-delà de 1700 signalements. Donc, les équipes ont travaillé très fort. On a eu cette même augmentation-là sur le nombre d'évaluations réalisées. Donc, une augmentation de près de 20% d'évaluation, c'est-à-dire à partir du moment où le signalement est retenu à la réception des signalements, les intervenants qui doivent aller rencontrer les parents, les enfants et les partenaires du milieu qui évaluent le signalement reçu. L'an dernier, ont évalué environ 560 situations et cette année, on est à près de 700, donc à 683 évaluations. Donc, c'est un travail significatif qui a été fait au courant de la dernière année en Gaspésie et aux îles. Je ne vais pas passer sous silence la LSJPA, qui est la loi sur la justice pénale pour adolescents. Donc, on en entend un peu moins parler, mais le DPJ-DP est aussi responsable de nos jeunes contrevenants de 12 à 17 ans qui peuvent commettre des délits. Cette année, comme ailleurs au Québec, la Gaspésie et les îles ont connu une diminution quand même assez importante de 25% du nombre de dossiers. Donc l'an dernier, on a traité près de 140 dossiers en LSJPA. Cette année, on est autour d'une centaine de dossiers. Donc c'est l'endroit où on a connu une certaine baisse dans les dossiers adolescents. Je pense que la pandémie, cette année, nous a fait réaliser un peu le thème du bilan DPJ qui est plus fort ensemble. C'est-à-dire que vous avez été témoin dans certains médias là, d'une baisse importante de signalement qu'on a connu pendant le plus fort moment de la pandémie, c'est-à-dire au mois d'avril, qui a duré à peu près 6 semaines, où on a connu des baisses de 50 à 60, parfois même 70% de signalement. Ce qui révèle vraiment l'importance des partenaires autour des enfants, l'importance du filet social, l'importance que peut faire un voisin, une grand-mère, un organisme communautaire, les écoles, les CPE, qui ont d'ailleurs fermé dans ces moments-là et qui a été déterminant là, dans la hausse ou dans la baisse des signalements pour nous en Gaspésie aux îles. Alors, le thème Plus fort ensemble est vraiment un thème qui est à l'ordre du jour cette année dans le partenariat qui est nécessaire pour protéger les enfants de la Gaspésie et des îles de la Madeleine et aussi du Québec. Je vous dirais que ce partenariat Plus fort ensemble, c'est les organismes, comme je vous ai nommé, les voisins, mais c'est aussi à l'interne dans notre propre établissement, la collaboration entre les différentes directions, les services qu'on appelait les services de première ligne, les travailleurs sociaux en CLSC, la ligne 811 qui offre des services. Donc, comment collaborer ensemble pour que la protection de la jeunesse soit encore plus forte pour tous nos enfants. Donc, c'est un petit peu le bilan qu'on se fait cette année sur l'importance des partenaires et l'importance d'une collaboration puisque les intervenants de la protection de la jeunesse peuvent clairement pas faire le travail seul. Je ne sais pas, Clémence, si tu veux prendre la parole à ce moment-ci.
Oui, merci Madame Frenette et Madame Lamy. On va pouvoir justement passer à la période de questions suite à la présentation du bilan. Comme je le disais, je vais passer vraiment par la liste des présences. Donc, j'ai Monsieur Jean-Denis Laperrière de TVCGR. Si vous vouliez poser une question. Parfait, merci. Raphaël Lapierre de CFIM. Oui, bon, le bilan est sur un ton assez positif, somme toute, mais aux îles de la Madeleine, lorsqu'il y a eu les rencontres dans le cadre de la commission Laurent, il y a un certain nombre d'enjeux qui ont été soulevés, que ce soit par des intervenants du milieu, des familles d'accueil. Bref, on avait soulevé notamment un manque du côté de la coordination. On a soulevé aussi le fait que des jeunes avaient à raconter leur histoire plusieurs fois à plusieurs intervenantes parce qu'il y avait un phénomène un peu de porte tournante ici. Il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées aux îles de la Madeleine. J'aimerais un peu vous entendre sur où est-ce qu'on en est, disons, sur le fait de s'y intéresser, de s'y attaquer à ces enjeux-là, parce que ça détonne énormément avec le bilan que vous faites aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être un peu sur la réalité aux îles de la Madeleine. Oui, merci pour votre question. En fait, dans la dernière année, on a travaillé avec toutes nos équipes, mais concernant l'équipe des îles, on a fait un travail à voir un peu la situation qui existait. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'équipe est complète aux îles de la Madeleine, c'est-à-dire que tous les postes où les remplacements sont faits. Depuis les derniers mois. On a aussi dans le financement reçu dernièrement consolidé le poste de cadre auprès de l'équipe des îles. Donc on a une chef intermédiaire qui est gestionnaire à l'équipe des îles, qui est aussi gestionnaire de notre équipe en réadaptation. Donc, Madame Degary est présente et officiellement chef de service pour l'équipe des îles. Donc, offre vraiment un support autant pour l'équipe que pour la clientèle, les familles d'accueil, etc. C'est quelque chose qui a été consolidé dans les derniers mois. Et Madame Degary, il faut pas oublier, est présente quand même depuis décembre l'an dernier. Auprès de l'équipe. Donc ça, c'est un point très positif et intéressant pour l'équipe. Je vous dirais qu'on continue à tous les jours de travailler sur les différentes équipes, voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, qu'est-ce qu'on peut apporter comme support. Aux îles de la Madeleine, on a aussi tenté de s'assurer que des services qui pouvaient être faits de façon régionale soient assumés par l'équipe des îles, donc pour maintenir une équipe stable, une équipe à quelques intervenants. Donc, il y a une intervenante qui actuellement fait le service d'antécédents retrouvailles qui peut s'actualiser de façon régionale. Donc, on a vraiment tenté de mettre des efforts pour trouver des solutions et supporter notre équipe des îles comme nos autres équipes. Merci. Est-ce qu'il y avait un complément de questions, Raphaël? Ou... Non, c'est correct, Clémence, merci. Parfait, merci. Louis-Philippe Arsenault, de CHU. Le micro est fermé. Oui, est-ce que vous m'entendez? OK. Oui, parfait. Oui, est-ce que vous pouvez faire un lien avec la pandémie puis la diminution de 25% des interventions auprès des jeunes là, avec la JPA? Non, pas nécessairement cette année, considérant le fait que les statistiques du bilan des PJ 2019-2020 se terminent au 31 mars. Donc, la pandémie qui a commencé officiellement vers la mi-mars
aurait possiblement pas d'impact cette année sur la LSJPA. Ce que je pourrais dire au niveau de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, c'est quand même une diminution qui est provinciale, c'est-à-dire qu'on n'est pas une région qui diminue et que les autres augmentent. Là, on est vraiment dans le même standard que le restant de la province. Il y a beaucoup de travail qui se réalise aussi par nos partenaires policiers lors de l'arrestation ou lorsqu'ils interceptent justement des adolescents qui commettent des délits. Donc, il y a de la sensibilisation, il y a des avis qui sont remis et on tente vraiment de faire cette intervention-là en première ligne avec les policiers. Donc, peut-être que c'est une hypothèse là, sur la diminution au niveau des adolescents en LSJPA. Merci. Est-ce qu'il y avait un complément de question? Je ne crois pas. Jacinthe Leclerc, Bleu FM. Bonjour, pas de question, merci. Merci. Julie Drapeau, Sud FM. Le micro est fermé. Il y avait une question? On va peut-être pouvoir revenir. Donc, oui. Ah, bon. Est-ce que vous préfériez revenir ou je peux poser Non, ça va. OK, d'accord, merci. Est-ce que vous voyez des différences significatives dans la nature des signalements, là, la cause initiale des signalements par rapport à l'année précédente? Non. En Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, on a quand même, depuis les 2 à 3 dernières années, depuis plusieurs années, là, les problématiques les plus signalées sont la négligence, les mauvais traitements psychologiques et les abus physiques. Comparativement au restant du Québec qui a les abus physiques en deuxième signalement le plus réalisé, pour nous, c'est les mauvais traitements psychologiques. Par contre, une fois que l'évaluation est entamée, et que les décisions sont prises à un deuxième niveau, ces problématiques-là sont modifiées un peu. Donc, on maintient la négligence comme problématique qui prévaut en Gaspésie aux îles, mais les abus physiques sont plutôt modifiés pour les mauvais traitements psychologiques et le risque de négligence. Donc, en Gaspésie, aux îles, on connaît quand même depuis les dernières années une certaine augmentation en termes de mauvais traitements psychologiques qui sont habituellement des conflits de séparation, des difficultés au niveau du couple qui, malheureusement, ont un impact important là, sur les enfants. Vous, qu'est-ce que vous entrevoyez pour les prochaines années dans les conflits familiaux? Est-ce que vous pouvez faire un exercice prévisionnel? En fait, là, je pense que le thème du bilan de cette année vient vraiment solidifier le partenariat. On travaille beaucoup dans notre organisation avec les différentes directions. On a des projets en réalisation avec, entre autres, la direction du programme jeunesse, avec la direction des services sociaux généraux, qui sont vraiment les intervenants en première ligne, à qui on collabore pour référer justement les familles, les couples qui ont certaines difficultés pour recevoir des services, pour les supporter et justement éviter l'intervention de la protection de la jeunesse. Donc, on essaie vraiment de travailler en amont et éviter justement que le DPJ soit interpellé dans les situations familiales pour supporter autrement. J'en aurai une autre à la suite, là, si vous avez encore du temps, Clémence. Peut-être une dernière, tu peux y aller. Le tableau sur les signalements retenus par problématique attirait mon attention dans les statistiques que vous avez fournies juste avant la conférence de presse, d'ailleurs très appréciée. Vous comparez dans le tableau 2018-2019 avec 2019-2020. 2019-2020, vous parlez de 733 signalements au total, mais ça ne correspond pas avec le nombre total de signalements que vous mentionnez, qui est de 1700. Comment ça peut s'expliquer, ça? Pour expliquer le tableau, là, parce que je le trouve intéressant.
En fait, la différence, c'est le 1706, c'est le nombre de signalements reçus. Donc, c'est vraiment le nombre total d'appels que la réception et le traitement que les intervenants reçoivent au téléphone lorsque quelqu'un appelle pour signaler un enfant. Alors que le 733 que vous voyez dans vos statistiques que nous vous avons remis, c'est vraiment le nombre de signalements qui a été retenu de ces 1706. Donc, l'autre partie, ce sont des signalements qui ont été fort possiblement fermés. On n'oublie pas aussi qu'un signalement fermé n'est pas nécessairement une famille ou un enfant qui ne reçoit pas des services. Donc, c'est des signalements qui ont été fermés, mais que les intervenants au RTS, qu'on appelle à la réception des signalements, ont pu référer vers d'autres services qui sont soit dans notre organisation ou d'autres services de la communauté pour supporter les parents. Donc, c'est vraiment important là, que la population et les gens sachent que c'est pas parce que le DPJ ferme une situation au signalement que la famille ne reçoit pas de l'aide concernant certaines problématiques ou certaines difficultés. Puis là-dessus, on voit une bonne augmentation, là, entre autres, de la négligence, aussi mauvais traitement psychologique. Là, on l'observe bien que vous avez retenu davantage de signalements cette année dans ces cases-là de vos descriptions. Oui, tout à fait. En fait, notre taux de rétention pour la Gaspésie est à 43%, ce qui se ressemble beaucoup avec le restant du Québec aussi. Mais comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la problématique de la négligence et les mauvais traitements sont vraiment des problématiques pour lesquelles on intervient beaucoup et qu'on tente de trouver des solutions avec les familles là, via soit nos services en protection ou via, encore une fois, les services de partenaires. Et je vous ramène sur le thème de cette année qui est Plus fort ensemble. Je pense qu'on ne pourrait pas faire ce travail-là avec tous les enfants et les familles de la Gaspésie et des îles si on n'avait pas tous les partenaires, tous les collègues des autres services et des autres organismes comme les écoles, les CPE, les policiers, les organismes communautaires et même les voisins ou la famille immédiate. Je voudrais pas prendre tout le terrain, là, mais je reviendrai par la suite parce que j'aurais aimé vous entendre par MRC aussi. OK, on reviendra juste à la fin. Ce sera pas bien. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Duguay là, qui est jointe à la présentation également. Donc, on va pouvoir continuer à la période de questions. Nous sommes rendus à Adèle Arsenault du Radar. Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui, juste spécifier que les personnes qui ont pris la parole, juste de fermer leur micro, s'il vous plaît. Adèle, tu peux y aller. Je me demandais si vous aviez des chiffres précis pour les îles de la Madeleine ou si c'est encore quelque chose qu'on ne fait pas. Oui, on a certains chiffres. En fait, je ne sais pas si vous avez reçu la pochette là, de certaines statistiques. Oui, et on a quand même ressorti là, certaines données nous permettant d'identifier les MRC en tant que tels, autant Avignon, Bonaventure, Île-de-la-Madeleine, Haute-Gaspésie. Pour votre question au niveau des îles de la Madeleine, je pourrais vous dire que le nombre de signalements reçus ressemble beaucoup à l'an dernier. Cette année, on a reçu 109 signalements pour les îles de la Madeleine comparativement à 105 l'an dernier. Sur ces 109-là, cette année, on a retenu 51 signalements pour évaluation, donc où nos intervenants des îles de la Madeleine, nos évaluateurs ont eu à se déplacer pour aller rencontrer les familles, les enfants et les partenaires. OK. Puis, c'est quoi les problèmes majeurs, en fait, qu'on relève, là? Parce que là, on parlait de négligence, mauvais traitement psychologique. Est-ce que c'est la même tendance? Je vous dirais qu'on n'est pas en mesure de séparer les problématiques par MRC. Par contre, je pourrais vous dire que la négligence est une majeure dans la plupart de nos MRC et le mauvais traitement psychologique aussi. Donc, la tendance, mon hypothèse est que la tendance demeure la même là, pour les différentes MRC de la Gaspésie des îles.
OK. Peut-être une dernière chose, c'est peut-être trop tôt pour poser la question, mais pendant la consultation de la commission Saint-Laurent, il y avait cette histoire-là d'appartement d'appoint de soutien pour faire la transition des jeunes vers le monde adulte, du fait qu'on n'avait pas osé. Est-ce qu'on a réfléchi là-dessus? Oui, ben là, présentement, on a eu dans les nouveaux financements, on a eu la possibilité d'ouvrir un autre poste de ce qu'on appelle le programme qualification jeunesse. Donc, ce qui va nous permettre justement de possiblement réfléchir dans la part de ce service-là pour les enfants des îles de la Madeleine. Mais oui, il est un peu trop tôt, là, les investissements ont été faits, les postes sont en dotation. Mais c'est des choses qu'on est en train de regarder avec nos différentes équipes. Merci. Merci. Donc, j'ai Simon Carmichael du Soleil. Son micro ne fonctionnait pas, donc il m'a envoyé ses questions. Alors, à quoi est-ce que vous attribuez cette hausse-là de cas retenus? Puis, est-ce que c'est des statistiques qui sont équivalentes à la tendance provinciale? Nos statistiques suivent généralement, en effet, la tendance provinciale à tous les égards, des fois un petit peu plus élevé, des fois plus bas, mais la tendance provinciale est suivie par notre région, Gaspésie-les-Îles. La première question, Clémence, je m'excuse. C'est à quoi on attribuerait en fait la hausse des cas retenus? OK. Ben, je pense qu'au Québec, dans les dernières années, on a quand même eu beaucoup de sensibilisation. On a eu beaucoup de drames aussi, malheureusement, qui ont apporté à cette sensibilisation. Les gens signalent davantage. On est mis au courant de plus de situations. Donc, le filet social, encore une fois, le plus fort ensemble est présent. Le filet social est présent. Les gens sont préoccupés par les enfants, et ce qui est une excellente nouvelle. Le taux de rétention peut être multifactoriel, c'est-à-dire nous, on doit retenir en fonction de ce qu'on appelle le concept de protection. Donc, on doit évaluer au signalement et à l'évaluation, aux différentes étapes, 4 facteurs qui sont importants. Les faits qui sont signalés, la gravité, la chronicité. Ensuite, on doit regarder la vulnérabilité de l'enfant. On doit regarder la capacité, la motivation, la reconnaissance des parents face à la situation. Et aussi tout le réseau autour des parents, que ce soit le réseau familial, le réseau d'amis, le réseau d'organismes ou de services. Et c'est ces facteurs de protection-là qui nous permettent de décider sur la rétention ou non d'un signalement ou d'une évaluation. Donc, je vous dirais que c'est vraiment multifactoriel le fait qu'on retient plus. C'est des choses qu'on va évaluer au cours de la prochaine année, qu'on va regarder. Nos statistiques, nos chiffres nous permettent aussi de se questionner sur les services, sur le support qu'on donne et nous permettent de faire encore mieux à chaque année. Merci. Il y avait une deuxième question, c'est à l'aube de la deuxième vague, comment est-ce que vous avez l'intention d'éviter un creux des signalements comme lors de la première vague? C'est un défi. Je pense qu'on a tous été pour la première fois mis devant une telle pandémie, une telle situation mondiale. Donc, la première vague nous a permis de vivre au travers de certaines conséquences. Je vous dirais, les intervenants en jeunesse, en protection de la jeunesse, ont toujours offert le service. On n'a pas cessé le service en protection de la jeunesse. On a eu beaucoup de collaboration des différentes directions dans notre établissement lors de délestage de services. On a eu un apport de d'autres professionnels qui sont venus nous aider à offrir le service auprès des enfants, ce qui a été très aidant dans l'offre de service. Je pense que la première vague nous a permis aussi d'équiper nos professionnels au niveau technologique pour permettre justement d'éviter des bris de service. Les gens sont maintenant fonctionnels, sont capables de poursuivre l'intervention auprès des familles. Si jamais on avait certaines éclosions, les familles continueraient, comme ce printemps, à recevoir des services. On l'adapte différemment.
Les intervenants aussi ont reçu des formations, on continue à offrir des formations au niveau de l'équipement de protection individuelle, c'est-à-dire que si on avait à se présenter dans les familles avec des diagnostics positifs ou des symptômes, on tente vraiment de voir comment protéger autant la clientèle que nos professionnels. Donc, je pense qu'au courant de la première vague, ça nous a permis d'évoluer et de mettre en place des stratégies pour maintenir notre intervention, pour maintenir nos services auprès des enfants et des familles, mais aussi pour protéger autant la clientèle que les intervenants. Puis, je pense que c'est évolutif. On apprend à chaque jour et on essaie de s'adapter à chaque jour. Merci. J'ai Nelson Sergerie de CHNC. Peut-être un essai, on n'entend pas. Là, ça devrait être correct. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Bon, alors, je ne touche plus à rien. Alors, je disais donc que le nombre de signalements l'année dernière avait diminué, le nombre de signalements retenus avait diminué de 9% l'an dernier. Est-ce que cette année, on revient un peu à une situation plus normale, si je puis dire? C'est difficile de parler de normalité. Encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est multifactoriel. On travaille beaucoup en amont, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup à tenter d'offrir des services avant la protection de la jeunesse. Notre établissement a mis en place avec les directeurs ce qu'on appelle notre projet Jimmy au courant des dernières années. Donc, c'est comment maintenir une trajectoire pour un enfant, pour sa famille, une trajectoire où un intervenant est présent tout au long des épisodes de service, même si parfois la protection de la jeunesse est un épisode qui peut être plus court que les autres. Donc, des hypothèses, il peut en avoir plusieurs. Est-ce qu'en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, on s'est permis justement avec ce travail-là de mettre en place beaucoup de choses en amont et lorsque les signalements sont réalisés, le service est maintenant nécessaire en protection. Est-ce qu'on a déployé tous les services nécessaires auprès de la famille en première ligne et que le signalement est alors un moment important dans la vie de la famille? Plusieurs hypothèses peuvent être mises de l'avant. OK. Mais je suis pas sûr que vous avez saisi ma question, mais je vais peut-être la poser autrement. C'est qu'il y a 2 ans, on avait un niveau de plus ou moins 700. L'année dernière, on est tombé à 580 cas retenus. On revient à 733 cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique, ça? C'est difficile à expliquer. C'est des hypothèses de travail qu'on peut se faire. C'est, comme je le mentionnais tout à l'heure, lorsqu'on regarde nos chiffres à chaque année, entre direction, avec les chefs, avec les équipes, on tente d'analyser comment se passe notre offre de service. Donc, ce serait difficile pour moi aujourd'hui de vous dire qu'est-ce qui explique officiellement cette hausse de signalements retenus. Il y avait une autre question. Il y a eu beaucoup d'ajouts de ressources là, au cours des derniers mois. J'en ai une dernière. On a eu beaucoup d'ajouts de ressources au cours des 18 derniers mois. Est-ce que sur le dernier exercice financier, il y a eu beaucoup de ces ajouts-là qui ont été mis en pratique sur le terrain? Oui. Oui, en fait, on est en processus de dotation. Plusieurs postes ont été ouverts, plusieurs ont été dotés. Je vous dirais que de façon générale, on a pour la Gaspésie et les îles une douzaine de postes de techniciens, de professionnels. Je parlais tout à l'heure de cadres qui ont été soit consolidés, bonifiés. Donc, c'est vraiment des choses qui ont été mises en place. Il y a encore des postes qui sont en train d'être de finaliser en termes de dotation. Je parlais tout à l'heure du programme Qualification Jeunesse, qui est l'accompagnement vers la vie adulte, qui est aussi un programme qui a été doté dernièrement. Donc, les services vont se mettre en place. Je vous dirais qu'au cours de la dernière année, on a aussi tous nos superviseurs en activité clinique qui sont maintenant présents dans toutes nos équipes de la MRC.
On a mis en place aussi aux Îles-de-la-Madeleine, justement, un support clinique en plus du chef, qui est une intervenante, une travailleuse sociale d'expérience qui supporte l'équipe. Donc, oui, il y a beaucoup d'investissements, il y a des services qui ont été ajoutés pour supporter nos équipes, pour supporter l'offre de services en protection de la jeunesse et en jeunesse aussi. Je rajouterais aussi que récemment, on a aussi un poste à l'évaluation orientation dans la baie des Chaleurs. On a une intervenante qui a été désignée pour un poste supplémentaire. Donc, l'intervenante fera des interventions dans les 2 MRC de Bonaventure et Avignon. Donc, elle nous aidera au niveau de l'évaluation des signalements et elle pourra soutenir les 2 MRC. Merci. Roxane Langlois. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Parfait. Bon, la question a été abordée par mes collègues, mais j'aimerais juste peut-être wrapper tout ça si c'est permis, là. On le sait que la pandémie a mis une grosse pression sur les familles. Ça a été une période exceptionnelle. Je voudrais entendre quelqu'un sur la situation dans laquelle ça l'a placé certains enfants. Tout le monde qui avait des fragilités, des vulnérabilités au début de cette crise-là a vu souvent des situations s'accroître, s'aggraver. C'est le cas aussi des enfants est-ce qu'ils sont les grands perdants finalement de cette pandémie-là, selon vous? C'est sûr que, comme je vous mentionnais, on a quand même eu une baisse significative de signalement. Donc, le filet social s'étant un peu effrité lors de la fermeture de plusieurs de nos collaborateurs qui sont les yeux de ces enfants-là, a fait en sorte que le DPJ ou certains services n'ont probablement pas été mis au courant de situations vulnérables. On était très présents pour les situations qu'on connaissait déjà. On a poursuivi les services. Je vous dirais qu'au travers de tout ça, on a comme direction aussi maintenu une collaboration avec les écoles, comment mettre en place et maintenir un certain filet malgré les fermetures. Même chose pour les CPE, les garderies. Comment tenter de trouver des solutions pour offrir du support si on craignait que certains enfants pouvaient être dans une situation de vulnérabilité. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites au cours des mois de pandémie. On a eu aussi, c'est sûr qu'on a eu des inquiétudes à certains moments pour les adolescents qui, eux, n'étaient pas retournés à l'école au même titre que les plus jeunes enfants, d'où le primaire avait réouvert vers la mi-mai jusqu'à la fin juin. Donc, pour certains adolescents, là, je vous dirais qu'au signalement, dont Madame Lamy est la responsable comme gestionnaire, on se préoccupait beaucoup de nos adolescents, des adolescents qui pouvaient connaître des situations de vulnérabilité, des situations autant de dépression que difficiles avec leur famille. Donc, on appréhendait ou on avait hâte de voir un peu le retour de l'école de ces adolescents-là et comment on pourra continuer à offrir des services. Donc, oui, ça a été une situation mondiale et provinciale difficile, pas facile autant pour les enfants que les familles, mais on tente à chaque jour de mettre en place ce filet-là et je vais vous ramener encore sur le fait que ensemble on va réussir. Donc, la part des écoles, la part des CPE, la part des organismes communautaires, des policiers est essentielle dans la protection des enfants, surtout dans une situation de grande vulnérabilité qu'on connaît. J'aurais peut-être une deuxième question, si vous me le permettez. Oui, allez-y. Oui, en octobre l'année passée, il y a la PTS qui avait fait une sortie dans plusieurs médias. Bon, il demandait, si je me souviens bien, c'est 270 millions pour la protection de la jeunesse. On parlait d'une surcharge puis d'un taux de roulement assez important au sein de votre organisation et même au niveau national. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu plus de signalements, donc évidemment plus de travail pour consigner ces signalements-là, et aussi plus de signalements retenus, donc plus de suivi à faire. Comment on s'en est sorti grosso modo là, parce que la situation, est-ce qu'elle s'est améliorée par les
les embauches dont vous parlez tout à l'heure, ou finalement, c'est resté un peu comme l'année passée, puis la situation est difficile? C'est sûr que en termes de ressources humaines, c'est un défi depuis les dernières années dans plusieurs services. Ça risque de demeurer un défi au courant des prochaines années. Je pense que le défi est vraiment d'attirer les professionnels en protection de la jeunesse, en jeunesse, de les retenir aussi par un plan de formation qu'on est en train de réaliser aussi dans l'accueil des nouveaux intervenants. Les superviseurs en activité clinique qui sont maintenant dans nos équipes vont aussi aider dans ce support-là pour retenir les gens qu'on a déjà. Vous l'avez dit, là, les nouveaux investissements nous ont permis aussi de voir à la diminution du nombre d'enfants qui sont suivis par intervenant. Actuellement, on a en Gaspésie, aux îles, aucun enfant en attente pour l'évaluation. Donc, malgré qu'au courant des dernières années, on a connu certaines attentes par manque de ressources humaines, parfois, chez nous, en protection, ça a été beaucoup par des retraits préventifs, des intervenantes qui ont eu la bonne nouvelle d'avoir un enfant. Et le retrait préventif, c'était difficile parfois de les remplacer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de dire que l'équipe est complète, qu'on continue à tenter de maintenir nos équipes complètes et d'offrir justement ce service-là à tous les enfants en s'assurant que nos professionnels sont supportés, sont encadrés et ont une gestion du nombre d'enfants qui est raisonnable pour le travail qu'ils ont à faire. Parce qu'on n'oublie pas que la protection de la jeunesse, encore une fois, ne se fait pas seule et que c'est une tâche complexe, c'est une tâche qui demande beaucoup de décisions, beaucoup de gestion de risques dans la vie des enfants. Donc, on a besoin de supporter les professionnels qui le font. Merci. Donc, j'avais une question de Michel Félix Tremblay, Radio-Canada. Est-ce que la région se distingue par rapport aux données provinciales? Par exemple, plus de signalements qu'ailleurs ou plus de négligence, etc.? J'ai pas des éléments très précis dans la distinction. Je vous dirais qu'en LSJPA, dont je parlais tout à l'heure, au niveau de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, le reste du Québec a connu une diminution d'environ 9%, alors que pour la Gaspésie et les îles, on en a connu une d'environ 26%. Donc, je pense qu'on est capable de dire qu'on se distingue un peu au niveau de la LSJPA en termes de jeunes contrevenants. Mais pour le reste, on fluctue un peu au niveau des années, mais ça se ressemble vraiment beaucoup en termes de problématiques, en termes d'entrée de signalement. C'est pas distinctif nécessairement du restant du Québec comme tel. Parfait, merci. Il y avait Julie Drapeau qui voulait poser une autre question. Le micro est fermé. Bon, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, désolé. Oui. Je remarque que par rapport à l'année dernière, pour Bonaventure et Avignon, mais je n'ai pas les autres données plus précisément par MRC, les différences sont vraiment très importantes du nombre de signalements qui ont été retenus. Par exemple, Bonaventure, c'est 50 signalements qui avaient été retenus dans le bilan de l'année dernière, alors qu'on parle de 135 aujourd'hui. Dans Avignon, c'était 80, c'est 108 aujourd'hui. Vous l'avez observé, comment vous pouvez l'expliquer? Oui, on l'a observé. C'est en effet des données qu'on va se permettre de regarder entre directions pour voir avec les chefs qu'est-ce qui a été mis en place, comment on peut les expliquer. Aujourd'hui, c'est difficile de vous expliquer toutes les données puisqu'on est dans l'analyse de ce qui s'est passé dans la dernière année. Mais en effet, il y a des variations dépendamment de certaines MRC. Donc, c'est de voir quel support a été offert, qu'est-ce qui a été positif au travers de tous les données qu'on va remarquer et c'est quoi aussi les défis qu'on va devoir trouver des solutions au cours de la prochaine année là, en termes de partenariat avec d'autres directions, mais aussi avec le milieu qui supporte les familles.
Qu'est-ce que ça peut causer comme conséquence dans vos équipes de travail, puis aussi dans les familles, bien entendu, de ces enfants-là? Bien, c'est sûr qu'une hausse de rétention des signalements signifie une hausse des évaluations, donc une présence plus grande chez les familles. On sait que la protection de la jeunesse devrait être la dernière alternative après les autres services. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en place tous les services nécessaires en amont de la protection de la jeunesse pour éviter justement qu'on ait à se présenter dans des familles sans nécessairement avoir offert d'autres services. Donc, l'augmentation signifie d'avoir plus de situations à aller évaluer. Pour l'instant, on a les équipes nécessaires pour le faire, mais le but, c'est vraiment d'offrir tous les services possibles à d'autres niveaux. Je prenais l'exemple de Bonaventure d'Avignon, mais est-ce que c'est représentatif aussi des autres MRC? Ça dépend. On a des MRC qui ont resté dans les mêmes données à peu près que l'an dernier. On a des MRC tels que vous l'avez mentionné qui ont augmenté. C'est vraiment il faut vraiment regarder là ce qui nous est apporté pour analyser le tout et s'assurer qu'on met en place les bons services. Merci. J'ai Simon Carmichael qui avait une autre question. Vous parlez du réseau qui est très important, l'école, les organismes, etc. Je reviens avec la deuxième vague. Concrètement, qu'est-ce qui va changer entre la façon de faire de la première vague et de la deuxième vague? Parce qu'une base de 70% des signalements, c'est très, très important. Alors, nécessairement, il doit y avoir des changements importants de façon de faire pour ne pas que ça répète dans les prochains mois. Oui. Ben c'est en effet le défi de la deuxième vague. Je pense que la première vague, on a tous été dans le quotidien, comment adapter notre quotidien. Aujourd'hui, tel que je le mentionnais tout à l'heure, on s'est adapté au niveau technologique. Nos équipes sont aptes à faire face à de l'intervention justement avec par voie de Zoom, par Teams, par Visio. Les portables sont disponibles. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les équipements de protection aussi sont disponibles. Comme établissement, on est prêt à ce niveau-là où la première vague nous a permis de s'adapter. En termes de filet social, avec les écoles, c'est sûr qu'il y a des rencontres qu'on veut planifier justement avec les centres de services au niveau des commissions, anciennement les commissions scolaires, avec les directeurs généraux, pour voir comment on peut faire justement pour maintenir le filet. Si, par exemple, une éclosion était pour arriver dans une école et que les enfants ou les adolescents devaient quitter pour la maison. Contrairement à la première vague, les écoles sont aussi plus préparées, donc on évite justement de fermer l'accès aux enfants. On va avoir des moyens technologiques au niveau scolaire aussi que les directions nous informent pour maintenir un contact avec les familles. Donc, je pense que la première vague nous a vraiment préparés pour la deuxième et on a certains acquis là, pour continuer à offrir le meilleur service. Je pourrais rajouter... J'oserais rajouter que Mme Frenette parle en ce moment là, des intervenants à la protection qui se sont dotés des appareils nécessaires là, pour faire des interventions là, de façon plus technologique là, avec des ordinateurs portables, tout ça. Par contre, il n'y a pas seulement la direction de la protection de la jeunesse qui s'est adaptée, il y a aussi nos partenaires. Donc ça, c'est important de le mentionner aussi. Faut dire que nous, ce qu'on a observé beaucoup au début de la pandémie, c'est des gens qui recevaient des services de façon volontaire. Donc, par exemple, du programme CIP ou des intervenants du CLSC qui mettaient fin, en quelque sorte, mettaient les services sur pause parce que, au début de la pandémie, il y avait peur de ce que ça pouvait occasionner, il y avait peur de contracter le virus, donc les intervenants n'avaient plus accès au domicile. Donc, ce qu'on souhaite pour la deuxième vague, c'est que nos partenaires soient aussi bien outillés pour intervenir de façon plus continue avec les familles, malgré le virus qui reprend de la vigueur. Donc, que les suivis puissent se faire par Teams, Zoom,
Zoom, etc. Comme responsable là, de la centrale des signalements, ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que nos partenaires sont très, très, très vigilants, sont très, très, très mobilisés par rapport justement à cette réalité-là. Par exemple, l'école sont très conscients que si la deuxième vague nous frappe de plein fouet, sont conscients que nos enfants vont être encore plus vulnérables, donc sont très à l'écoute. Ils nous appellent, nos partenaires nous appellent pour avoir du support, pour avoir de l'aide sur comment orienter leurs interventions, pour s'assurer que si les enfants doivent retourner à la maison, qu'ils puissent avoir les services nécessaires. On se rend compte aussi de l'importance de ces acteurs-là parce que il y a des jeunes enfants, par exemple, soit du primaire ou du secondaire, que quand l'école est recommencée, qui sont vite allés s'adresser aux gens de confiance, à leurs éducateurs, à leurs professeurs de l'année dernière, par exemple, qui sont allés leur verbaliser des choses qu'ils avaient vécues. Donc, c'est là que ça prend toute là, son importance, là, la qualité des services que nos partenaires peuvent aussi offrir. Merci. Puis en complément avec justement la question de Simon Carmichael, ce serait est-ce que vous avez remarqué une hausse importante des cas depuis l'ouverture des signalements, précédemment reçus depuis l'ouverture des écoles? Oui, on n'est pas revenu à exactement ce qu'on connaissait avant le début de la pandémie. En Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on avait une moyenne, je vous dirais, entre 30 et 35 signalements par semaine. On est présentement entre 25 et 30, mais dès l'ouverture des écoles, on a vraiment vu cette augmentation-là un peu plus significative pour revenir à quelque chose d'un peu plus normal en termes de signalement. Parfait, merci. Je vois l'heure qui avance. On prendrait une ou deux dernières questions s'il y en a, juste pour permettre. Pour l'instant, moi, j'ai rien de mon côté. Il y a quelqu'un qui se manifeste ou ça faisait... C'était une curiosité parce que c'est une remarque que j'entends parfois. Est-ce que vous avez dû développer à travers les années, les récentes années, des méthodes pour détecter une possibilité que le DPJ soit instrumentalisé dans des conflits de couples en séparation? Des menaces de plainte au DPJ, justement, là, dans le cadre d'un conflit de couple, tout simplement? Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez reformuler? Vous voulez dire... Par exemple, un couple qui est en séparation et qui menace son ancien partenaire de formuler une plainte au DPJ pour mauvais traitement. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez, ça? C'est sûr que c'est un phénomène qui peut être observé, oui, en Gaspésie, aux îles, mais aussi au travers du Québec. Ce qu'on appelle la problématique de mauvais traitement psychologique est vraiment à l'intérieur de cette problématique-là qu'on retrouve les conflits de séparation, les conflits de couple. Donc, oui, certains signalements peuvent être un partenaire ou un ex-conjoint qui pourrait signaler l'autre parent. À ce moment-là, c'est vraiment le travail du DPJ au signalement, de bien évaluer qu'est-ce qui nous est signalé. Je vous ai parlé tout à l'heure du concept de protection. C'est vraiment avec cet outil-là qu'on va travailler. Qu'est-ce qui nous est signalé, les faits qui sont signalés, la vulnérabilité de l'enfant, les parents au travers de tout ça, comment ils mettent en place des moyens pour résoudre la situation de conflit, les services qui sont offerts. Donc, oui, fort possiblement, ce type de signalement-là rentre à la centrale. Par contre, c'est vraiment notre travail de l'analyser et de remettre en perspective les besoins de l'enfant au travers du conflit de séparation. Merci. Merci. En terminant, j'aimerais remercier tout le monde pour votre participation. Je vais rappeler les deux allocutrices, donc Madame Michèle Frenette et la DPJ pour la Gaspésie et de la Madeleine, et Madame Marc-Frédéric Lamy, qui est l'adjointe à la DPJ pour la Gaspésie et de la Madeleine. Puis, juste aussi rappeler que je vous ai envoyé aux médias la pochette, dans le fond, incluant le communiqué, les statistiques et la ligne de temps. Puis le bilan annuel de tous les DPJ est mis en ligne sur notre site
le lien est dans le communiqué ou même dans le courriel que je vous ai envoyé. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre fin au bilan. Merci à tous. Je ne sais pas si vous aviez un dernier mot, Madame Frenette. Ben, merci beaucoup de votre présence. Je pense que c'est toujours apprécié de voir autant de monde présent au bilan. Et je pense que c'est un beau moment pour remercier aussi tout notre personnel et nos partenaires qui travaillent pour la protection des enfants. Donc, un très gros merci.